Merci aussi, je l'ai déjà dit, mais je remercie encore les deux présentations juste avant moi qui m'ont vraiment fait plaisir. En fait, toutes les présentations de la journée étaient vraiment, très beaucoup l'imaginaire et les questions des représentations que je vais aborder. Et je vais vraiment lire mon texte parce que j'ai vraiment peur de le dépasser sinon. Donc, grand plaisir que je vais prendre à vous parler de cette œuvre Promethea, qui est probablement la plus belle bande dessinée que je connaisse. L'écriture de la singularité et d'hétérogénéité passe par une ouverture formelle se manifestant par un affranchissement du cadre au sein des planches. On s'éloigne donc d'une architecture bien carrée où les séparations sont claires et nettes, pensez à Tintin, Astérix. Ensuite, l'œuvre est passablement titanesque, abordant l'ensemble de l'imaginaire à travers une vaste cartographie des symboles et des mythes. Si je compte bien sûr aborder quelques exemples plus précis, je vais principalement m'intéresser à l'impact de la fiction et aux enjeux de la création artistique. J'espère vraiment vous donner le goût de vous plonger dans cette œuvre synthèse d'art noir qui montre en quoi la force évocatrice de l'art est indispensable à l'humanité, rien de moins, et probablement maintenant plus que jamais, lui permettant de s'ancrer dans la complexité du monde contemporain. Je vais donc m'intéresser à une seule œuvre, la bande dessinée Promethea, parue de 1999 à 2005 d'Alan Moore et de J.H. Williams III, mais à travers laquelle toute l'imagination de l'humanité est incarnée. Le récit commence la même année que débute le comic dans un New York uchronique. La société est massivement éblouie par les clinquantes technologies contemporaines qui viennent masquer la froideur du paradigme matérialiste. Le monde matériel que New York expose est marqué par une vision profondément capitaliste et repose sur une fétichisation de la science. Également, une pensée postmoderne creuse y est répandue. L'œuvre culturelle la plus consommée présente les mésaventures du pauvre Whipping Gorilla que vous voyez à l'écran. Le divertissement repose presque exclusivement sur l'horizon d'attente, le public voulant savoir ce qui peut bien arriver de pire au personnage dans son mariage que les aventures précédentes. Le monde matériel semble devoir neutraliser toute vie spirituelle chez la population et abolir la différence entre les individus. Et pourtant, les science héros de la ville sont les Five Swill Guys, habituels boys club super-héroïques, venant s'assurer de la sécurité de Sophie Bang, la protagoniste du récit. C'est d'ailleurs immédiatement après que cette dernière est attaquée par une créature maléfique si on devait démontrer l'inutilité du boys club en question. Au cours de la confrontation, elle devient l'avatar actuel de Promethea grâce au pouvoir de l'autofiction. Étudiante au doctorat, pour se dépayser, Sophie est en train de rédiger un article de fin de session sur les apparitions intermittentes de la figure de Promethea dans l'histoire littéraire et interroge la femme d'un écrivain décédé y ayant fait référence dans son œuvre. La conversation s'intègre presque naturellement au cadre des cases, même si elle semble souterraine dans la représentation des lieux, ouvrant un espace incongru. Car logiquement, la conversation devrait avoir lieu ici, où il y a le soleil, en deux parties, plutôt que dans ce qui semble être l'édifice. Sophie traverse la double planche comme elle va parcourir chaque mise en page. Ce qui compte est avant tout sa trajectoire visuelle. C'est elle qui guide le lecteur et qui lui permet d'explorer les lieux représentés dans l'œuvre. Se créent ainsi déjà des espaces qui échappent à la surveillance policière, des véhicules ressemblant à des petites secoupes volantes et à leur lumière foudroyante. La création nécessite cet espace intime à soi qu'on peut par la suite partager. La femme qu'elle interroge la met en garde, reprenant la célèbre phrase nietzschéenne tout en la métamorphosant. Listen, kid, you take my advice. You don't want to go looking for folklore, and you especially don't want folklore to come looking for you. L'étudiante, en entreprenant ses recherches sur le folklore, va en effet s'y enfoncer et se retrouver transformée par l'imaginaire. Ce faisant, elle devient cette figure prométhéenne qui va être responsable de transmettre à l'humanité la puissance de l'imagination. Lorsqu'on mentionne un monde imaginaire, plusieurs contes classiques nous viennent à l'esprit, celui de Peter Pan, cet enfant qui refuse de grandir, d'assumer ses responsabilités et d'arrêter ses comportements puérils et toxiques, où se retrouvent unifiées les représentations de l'enfance. Pensons aux Indiens, que je mets beaucoup de guillemets, les sirènes, les pirates, ou celui de l'anticonte d'Alice au pays des merveilles,
qui met en scène la quête identitaire d'Alice et expose le monde souterrain et désormais propre à l'enfance, dans lequel les règles logiques sont renversées. En bande dessinée, Little Nemo, qui commence à apparaître à partir de 1905, vient immédiatement en tête. Vous voyez à l'écran sans doute la planche la plus iconique, le lit se mettant en marché pour traverser l'espace et les cases s'adaptant à la hauteur que prend le protagoniste dans son rêve avant que sa chute ne le réveille. L'architecture des mises en page et l'importance des transitions dans la construction du médium sont propices au voyage et à l'expérimentation visuelle, comme illustrent les planches de Little Nemo. Je tiens également à souligner le film Paprika, illustrant à merveille l'aspect trouble, déroutant que peut avoir le monde onirique qui obéit à d'autres règles. L'ensemble de l'œuvre d'Alan Moore, pour sa part, explore l'imaginaire, déconstruisant et redéfinissant des figures. Pour mieux comprendre la portée de son travail, voici une citation du BDiste britannique qui présente sa conception de l'art comme magie et sa valeur autoréflexive. Je crois que la magie est une forme d'art et que l'art, qu'il s'agisse de musique, d'écriture, de sculpture ou de toute autre chose, est littéralement magique. L'art, comme la magie, est la science de manipuler les symboles, les mots ou les images afin de modifier un état de conscience. Ainsi, lancer un charme, se charmer par le verbe, jouer avec les mots, enchanter la conscience des gens. Voilà pourquoi je pense que dans notre monde contemporain, un artiste ou un écrivain est ce qui se rapproche le plus d'un chaman. Dans Promethea, en plus du monde matériel, on retrouve l'immatéria, regroupant la totalité de l'imaginaire en un seul monde. Ce second monde se révèle essentiel, constituant un véritable ideal space, comme le formule Annalisa Di Lido dans son ouvrage Chaumard, permettant d'atteindre une pluralité de représentations du monde, exposant ainsi l'hétérogénéité des possibles. Promethea constitue un véritable pamphlet des idées moréennes sur l'importance indéniable de l'imaginaire comme territoire de la pensée. C'est sans doute la raison pour laquelle l'œuvre se conclut de façon aussi positive. Bon, il y a quand même une fin de monde qui va survenir à la fin de l'œuvre, mais quand on connaît comment Moore fonctionne, ça reste essentiellement positif dans sa vision. En abordant la question de l'imaginaire, on vient naturellement à réfléchir à l'acte de création et à ce que cela implique. En devenant l'actuel avatar de la demi-déesse, Promethea, Sophie devient toute puissante et peut voyager dans le monde immatériel. Chaque incarnation de la demi-déesse devient immortelle. Les précédentes Promethea demeurent dans l'immatéria où elle guide la protagoniste dans son apprentissage. C'est le cas pour chaque nouvel avatar. Sophie doit progressivement connaître les symboles incantatoires présents dans l'imaginaire qui deviennent entièrement réels dans l'immatéria. C'est grâce au processus d'écriture que chaque avatar se métamorphose en Promethea et acquiert sa puissance. La toute première, dont vous voyez le texte sur l'image en haut à gauche, puis Alexandrie à l'époque de l'ascension des premiers chrétiens autour des années 400 et est sauvée par l'ancienne divinité Thoth Hermès. Par la suite, soit la transformation survient par l'écriture de la femme en question, soit c'est la muse d'un écrivain qui est métamorphosée. L'œuvre revient sur les précédents avatars oubliés, malgré les traces qu'ils ont laissées dans la culture et leur vision entièrement différentes les unes des autres, comme le témoignent les recherches de la protagoniste. Aussi, contrairement aux muses de la mythologie gréco-romaine, qui sont avant tout invoquées par des écrivains et restent essentiellement abstraites, chaque Promethea est formée à partir de femmes bien concrètes et tangibles, autant que peuvent l'être des personnages de fiction, entretenant des relations profondes avec les hommes qu'elle influence et acquérant la plus grande forme de puissance liée à l'imaginaire intemporel en soi. La quête principale à l'intérieur de l'œuvre consiste d'ailleurs à retrouver le mari de la précédente incarnation, la femme que Sophie interroge au début du récit, à travers le monde immatériel, périple qu'entreprennent les deux personnages. L'exploration des dimensions abyssales du labyrinthique lieu leur permet de nouer une profonde relation où chacune va transmettre beaucoup à l'autre. Le récit propose par sa trame une relecture de l'enfer de Dante
où le protagoniste, accompagné du poète Virgile, doit retrouver son amour et sa muse Béatrice. Dans From Hell, une autre œuvre d'Alan Moore, le poème de Dante est cité et analysé. Dans son enfer, il suggère que l'unique véritable chemin pour en sortir est à son cœur même et que pour nous échapper, nous devons y pénétrer encore plus profondément. C'est ainsi qu'on doit s'enfoncer dans l'imaginaire pour que l'expérience soit pleinement réussie et qu'on en ressorte véritablement transformé. Ainsi, lorsque Sophie est poursuivie par une créature maléfique, elle parvient à narrativiser son expérience singulière. C'est sa poésie qui lui permet de produire la transformation, déclarant ce qui doit être en écrivant à la manière d'une incantation « Je suis Prométhée », qu'elle écrit plusieurs fois et qui advient. La protagoniste passe ainsi de l'érudition académique, retrouvant des traces culturelles des œuvres passées, à l'autofiction à la performance de soi, où elle devient le sujet à explorer d'une œuvre qui s'écrit au présent. Une fois devenue cette incarnation divine, elle peut rejoindre les autres générations de Prométhée qui agissent en sororité à l'intérieur du monde immatériel. Mieux, par le pouvoir de l'écriture autofictionnelle, elle peut les rassembler dans le monde matériel de manière à résoudre des crises ponctuelles. Car c'est la force des figures culturelles que de pouvoir éclairer les ténèbres du moment. La protagoniste est surprise par sa première rencontre dans l'immatériel. Le petit chapeau rouge est exactement comme elle se l'imaginait. L'imaginaire se nourrissant de nos propres représentations, nous pouvons transformer nos mythes, comme le conte du petit chapeau rouge a lui-même évolué au fil du temps. Je me rappelle encore des versions orales que j'ai lues dans mes premiers cours au bac, qui sont passablement traumatisantes. Dans le présent exemple, elle fume, jure et ne craint pas tellement le loup qui doit inévitablement surgir. Pas qu'il ne soit pas puissant, ça reste le grand méchant loup, mais elle l'attend avec un gun, puis ira chercher la hache pour le combat quand elle réalisera que Sophie, quand elle l'avait représenté dans un dessin d'enfant, elle avait fait un gun qui n'était pas tellement fonctionnel. Je ne sais pas vous, mais si vous auriez fait un gun à peu près 7-6 ans, il serait probablement pas idéal pour tuer le grand méchant loup. C'est ce genre de problème-là de l'imagination. Le monde imaginaire mute donc en fonction des fictions contemporaines, de notre relation avec eux, avec le personnage conscient de son statut fictionnel et son empowerment. À l'intérieur de l'immatériel, ne cohabitent pas seulement les différentes figures de l'imaginaire. Plusieurs chapitres du périple des deux Prométhée reprennent l'esthétique de courants artistiques. À ce titre, la seule contemplation des différentes couvertures donne envie de découvrir chaque chapitre et le dialogue des deux femmes sur les espaces de l'imaginaire, sur l'art des différentes époques. À travers cette réactualisation, les deux Prométhée se trouvent à s'inscrire dans la corporéité des différentes périodes artistiques, renouvelant les représentations de l'histoire de l'art. L'œuvre nous convie à un immense voyage qui est mis en scène de plusieurs manières. Cela peut être très explicite dans la diégèse, en allant jusqu'à montrer les moyens de transport qui sont utilisés pour franchir les espaces, ou reposer sur des procédés métafictionnels. Sur l'image de droite, on voit la porosité des cases que Prométhée franchit sans mal, tout en changeant la spatialité. L'œuvre tend à montrer la suprématie de la fiction sur la réalité, pouvant se transformer plus soudainement et nous montrer les métamorphoses souhaitables. La fiction parvient à transcender la réalité en montrant la charge affective que devrait produire le réel, en particulier ces événements négatifs quotidiens. Notre regard, à force d'être constamment sollicité, devient saturé. La comparaison est d'autant plus évidente entre notre monde hors diégèse et le monde matériel de l'œuvre. Prométhée incarne la représentante de sa génération, qui doit rapporter la flamme créatrice d'un monde, sinon inaccessible, afin d'éclairer le regard de la population. Cette bande dessinée se fonde sur les multiples expériences que traverse la protagoniste en découvrant le monde de l'imaginaire. Surviennent son apprentissage de la magie, des altercations avec l'organisation du temple, combattant le pouvoir de l'imaginaire, la confrontation avec sa meilleure amie et l'apocalypse. La narration de la fiction permet de présenter des expériences limites, comme la mort de deux protagonistes lorsqu'elles rencontrent la célèbre figure de la mort que vous voyez à gauche, de manière à mieux comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est l'existence. Elles vont aussi vivre une chute qui semble durer l'éternité sur une seule planche. Le voyage leur permet de croiser des figures considérables
Associée à des sentiments bien précis, elle revoit par exemple la crucifixion du Christ symbolisant l'idéal d'amour et d'abnégation. L'image en haut à droite montre des bulles renfermant les souvenirs de la précédente Promethea, moment permettant de réécrire son existence éphémère. Chaque être vivant est composé de cette somme d'expériences que l'art permet de représenter. S'écrire, c'est autant pouvoir remonter aux sources de son histoire que de se projeter dans son avenir. Durant sa vie, on parcourt le labyrinthe, progressant vers le centre que constitue l'existence comme totalité des moments vécus, performés. Et je sais que c'est un labyrinthe au sens anglais, pas un maze, dans lequel il y a un seul chemin qui représente notre propre cheminement. Avec ce voyage dans le monde de l'imaginaire, on parvient à quelques reprises à ces abîmes naturels qui constituent des gouffres pour la création. Vous voyez la planche vraisemblablement la plus connue du BDS, montrant les deux personnages prisonniers de l'anneau de Moebius. Métaphoriquement, l'acte de création est également enfermé dans une boucle tournant en rond. Cette représentation montre qu'on peut rester coincé dans cette boucle où disparaît toute trace de commencement. On peut seulement suivre la trajectoire des personnages. Le sceptre de Promethea, hérité d'Hermès et déchaînant la puissance prométhéenne, reprend la forme sinueuse avec ces deux serpents, dont les têtes suivent la trajectoire de leur choix, souvent complémentaires. Un autre motif reprenant la figure du serpent, l'Ouroboros, soit le serpent qui se mord la queue. La sexualité tantrique permet de passer à travers les différents états d'expérience humaine durant l'acte sexuel, la force, l'amour, la réflexion, etc., avec cette relation d'échange et de complémentarité. Ces motifs de l'anneau de Moebius à l'Ouroboros sont fort proches, touchant cette représentation de la création, les figures pouvant prendre une pluralité de formes en suivant la narration du récit et aboutir à des sens très différents. C'est encore davantage évident avec les cartes du tarot qui font intervenir une figure pour amorcer une interprétation spécifique. Le tarot peut alors être analysé comme une bande dessinée interactive dans laquelle on essaie de comprendre l'existence d'un individu à un moment donné. Le dernier chapitre du deuxième tome de Promethea revient en 24 pages sur cette création par l'intermédiaire du riche jeu de figures que dévoilent les cartes. Contrainte olympienne supplémentaire à cette introduction de symbolisme, les lettres de Scrabble forment toujours un ou deux mots en lien avec la carte à partir du mot initial, le titre de l'œuvre Promethea, sur les 24 planches. Si l'hétérogénéité cohabite généralement sans heurts au sein de l'immatériel, une confrontation de paradigme oppose l'héroïne à sa meilleure amie, devenant une force antagoniste qu'elle doit affronter, produisant en même temps une symétrie où Sophie exprime la légitimité de sa voix. À la fin de l'œuvre, Sophie choisit finalement d'entraîner en guise de révélation la fin du monde, purement matériel, en le fusionnant avec l'immatériel. Survient alors une démonstration de la puissance de la fiction avec un magnifique bris du quatrième mur où on voit tour à tour ceux qui actualisent l'acte de lecture, c'est-à-dire le scénariste Alan Moore, le dessinateur William et le lecteur. On est quand même dans un colloque féministe, alors pourquoi est-ce aussi intéressant que Sophie Banks soit un personnage féminin dans cette œuvre, outre le fait qu'il en manque encore beaucoup trop dans la culture populaire? Chez Moore, malgré le caractère problématique de la plupart des figures, ce sont surtout chez les personnages féminins que l'espoir réside, qui sont moins attachés à la sphère du pouvoir, davantage dans la contre-culture. Les deux grandes œuvres mooriennes explorant la figure des super-héros ont des résultats pour le moins désastreux. C'est la fin de Watchmen et de Marvel Man. Je sais que j'ai dit que l'œuvre aboutissait à une fin du monde, mais il existe une différence assez fondamentale entre ce que vous voyez à l'écran et la fin du monde de Promethea, où l'imagination fait juste apparaître dans notre monde et agir à sa guise. Dans Promethea, la renaissance du monde semble inévitable grâce à la récurrence de l'imaginaire qui va servir d'une planche effacée, pour continuer l'écriture d'une nouvelle fiction. L'œuvre se conclut avec un dernier chapitre proche de l'essai aux couleurs flamboyantes qui revient sur la fonction de Promethea dans l'imaginaire et sur l'une de ses inspirations, le livre de Promethea d'Hélène Cixous.
Le monde transformé par Promethea rapproche les individus, affichant les différences. Des guerres et des viols n'en continuent pas moins d'exister. La nature humaine étant ce qu'elle est, ce n'est pas une apocalypse qui va la changer, mais tout le monde dispose de l'imaginaire pour réfléchir sur les épreuves de l'existence. L'ingouvernabilité, à l'œuvre dans Promethea, agit en réaction au pouvoir coercitif qui tend à réduire ce lieu de création dont chacun doit pouvoir disposer à sa guise. C'est le rôle de la contre-culture de préserver cet espace à laquelle participe la fiction et le discours féministe. La transfictionnalité permet de récupérer dans sa propre création des figures préexistantes de manière à exprimer toute la diversité de la société et produire des renversements. On passe quand même de Prométhée à Promethea à la base. Comme le proverbe le déclare, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est ainsi que l'œuvre s'ouvre. C'est cette résistance qu'encourage la demi-déesse dans la mesure où les histoires, réelles ou fictives, sont toujours immortelles. Je vous remercie.